Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission qui aujourd'hui sera consacrée à l'hiver. Pour ceci, je suis accompagnée de mon acolyte Chloé. Bonjour. Alors effectivement, dans un premier temps, nous serons avec Lola qui nous présentera un sondage dédié sur la thématique du jour effectué au sein de l'établissement. Puis nous enchaînerons avec deux de nos journalistes qui ont effectué pour vous 2 marchés de Noël différents, suivis d'une présentation des meilleurs jeux de société commentés par Alissa et Loane. Par la suite, nous accueillerons Nathalie de la petite librairie qui nous présentera les meilleurs livres à lire pour cet hiver. Elle sera interviewée par Théo. Et pour terminer, Alessia nous parlera des 10 clichés des films de Noël. Et pour terminer, nous mangerons une petite bûche concoctée par Loane. Pour débuter cette émission, nous accueillons Lola. Bonjour. Bonjour. Peux-tu nous parler du sondage que tu as réalisé sur la thématique de l'émission ? Oui, donc j'ai envoyé un sondage sur mon bureau numérique autour de la thématique de l'hiver. J'ai obtenu 213 réponses, dont 184 élèves, soit 87%, et 29 membres du personnel, soit 13%. Et quelle a été ta première question ? J'ai demandé « Aimez-vous l'hiver ?» et 63% ont répondu oui, et 37% ont répondu qu'ils n'aimaient pas l'hiver. Et pourquoi aiment-ils l'hiver ? La plupart des gens ont répondu la neige, les fêtes de fin d'année, l'ambiance cocooning, les marchés de Noël. On a eu beaucoup de longues réponses poétiques. Je cite « Moi, aimer neige au citron ». Et on souhaite un joyeux anniversaire à ceux qui nous ont indiqué que c'était leur anniversaire en hiver. Et quelles sont les raisons de ceux qui n'aiment pas justement l'hiver ? Donc le froid est glacial, les routes sont dangereuses, il fait nuit trop tôt, on tombe malade, il fait moins 8000 degrés. Je crois que tu leur as demandé quelles étaient leurs activités préférées. Oui, donc ils aiment le ski, lire, regarder des films de Noël, boire des chocolats chauds ou le vin chaud pour les adultes, faire des bonhommes de neige, aller à la patinoire, manger de la neige au citron. Et enfin, pour certains, attendre l'été. Et quel est leur objet indispensable de l'hiver ? On a eu des écharpes, des bonnets, des gants, des plaids, des soupules. Pour les boissons, on a eu également du thé de Noël, des tisanes, des chocolats chauds. Peux-tu nous réveiller les papys avec leur dessert préféré ? Oui, alors on a eu beaucoup de cookies, de bûches, de fondants au chocolat, des choux à la crème, de la raclette, la glace et la neige au citron. Quel est l'adjectif qui qualifie le mieux l'hiver selon toi ? En positif, il y a eu joyeux, parfait, blanc, chaleureux, cosy et magique. Et en négatif, il y a eu froid, frisquet, chiant, long, glacial, rude et gla. Et dans le contexte actuel du réchauffement climatique, qu'est-ce qui pourrait leur manquer si l'hiver disparaissait ? Oui, alors la neige, les fêtes de fin d'année, le changement de paysage, les raclettes également, les magasins ouverts le dimanche, la neige au citron et leur anniversaire pour ceux dont c'est l'anniversaire en hiver. Et quel film ou série a marqué leur hiver ? Alors il y a eu évidemment Maman j'ai raté l'avion, le Grinch, l'étrange Noël de Monsieur Jack, les films de Noël en général ou encore Harry Potter. Tu leur as également demandé quelle est leur résolution pour 2026. Oui, la plupart des gens ont répondu avoir le bac, réussir dans la vie, faire plus de sport ou prendre du temps pour soi et surtout profiter. Et combien de temps pensent-ils la tenir ? Certains espèrent la tenir toute la vie, mais d'autres pensent qu'ils la respecteront seulement quelques jours ou quelques mois. Et en tout cas, merci beaucoup Lola pour cette intervention. Nous venons à présent d'accueillir Émilie qui avec Chloé vont nous parler de différents marchés de Noël qu'elles ont été visités. Donc Chloé, peux-tu me dire un peu plus sur le marché de Noël de Strasbourg ? Alors effectivement, j'ai été au marché de Noël de Strasbourg. Lors de ma journée, j'ai pu admirer le plus grand sapin présenté lors d'un marché de Noël sur la place Kléber, mais également une petite tente où l'on peut voir directement la fabrication de pâtisseries en direct, notamment l'emblématique Manel. Et enfin, la féerie naturelle de cette ville peut être un petit peu gâchée avec la quantité de monde. On retrouve tout de suite le reportage.
Donc, Émilie, tu as été voir un marché de Noël. Où est-ce que c'était? Moi, je me suis rendue au marché de Noël de Metz. Et quels ont été les 3 éléments qui t'ont marqué? Alors, premièrement, il y a bien sûr la nourriture, ensuite le patrimoine présent à Metz et enfin la décoration de la ville. Nous pouvons retrouver tout de suite le reportage. Ah, le marché de Noël de Metz, un incontournable pour tous les Mosellans. Élu le 3e plus beau d'Europe en 2024 et qui a attiré plus de 3,5 millions de visiteurs cette même année, il s'axe sur 5 places, la place de la République, de la cathédrale, du théâtre, place Saint-Louis et la place Saint-Jacques. Mais alors, qu'est-ce qui fait que ce marché de Noël est aussi incontournable et aussi féerique? En premier lieu, il y a bien sûr la nourriture. Chaude, froide, sucrée, salée, la nourriture gourmande de Noël y est. Les marrons chauds, les gaufres, les huîtres, les escargots, les churros, les sandwichs à la raclette. Et depuis peu, la cuisine du monde s'est aussi installée avec celle du Québec, du Liban ou bien du Vietnam. En deuxième lieu, le patrimoine. Comment parler du marché de Noël de Metz sans parler de la cathédrale, en harmonie totale avec la Grande Roue, pièce centrale de ce marché de Noël. Cette année, nous avons aussi eu la chance de voir les moules de Saint-Louis, fabriquées juste sous nos yeux, une production du fond de la Moselle ramenée ici à Metz qui illustre parfaitement le patrimoine local. Et en dernier, bien sûr, la beauté de la ville, les décorations lumineuses à chaque coin de rue, des boules suspendues juste au-dessus de nos têtes. Les vitrines des magasins y sont passées aussi, que ce soit avec des oursons, des sapins, des fleurs et des guirlandes lumineuses, tout est là pour égayer ce mois de décembre. En conclusion, le marché de Noël de Metz est parfait pour se mettre dans l'ambiance des fêtes et apporte une véritable chaleur humaine. Mon petit tips, garez-vous au parking Saint-Jacques pour un accès au marché et un retour chez vous plus simple. Joyeuses fêtes à tous et à l'année prochaine! À présent, nous retrouvons Alissa et Loane. Pouvez-vous nous dire où vous avez été pour faire l'analyse des meilleurs jeux de société? Eh bien écoute, on a été à la caverne du Gobelin à Metz. Et qu'est-ce que vous avez demandé? Du coup, nous avons pu interviewer Florian Gazo et nous avons pu lui demander quels sont les 5 meilleurs jeux de société à faire pour les fêtes de fin d'année. Et nous retrouvons directement le reportage. Bonjour à tous, aujourd'hui avec le JD du lycée, on est venu interviewer la caserne du Gobelin pour parler de tout ce qui est jeux et de toute l'histoire du magasin, de ce qu'ils vendent, etc. Alors bonjour à vous. Bonjour. Du coup, expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est la caverne du Gobelin? Alors la caverne du Gobelin, en fait, on a un ensemble de 6 magasins répartis sur la Lorraine. On a un magasin à Nancy, à Metz, à Thionville, à Toul, à Pont-à-Mousson et à Semécourt. Dans ces magasins, on va avoir donc toute la partie magasin avec des jeux de société à acheter, des jeux de cartes à collectionner, des figurines, de la peinture, des accessoires, enfin voilà, beaucoup de choses toujours dans le milieu ludique. On a aussi une partie occasion, on fait de la vente de jeux d'occasion, et on a aussi une partie café-jeu où on organise des tournois, où on organise aussi des animations, des présentations de jeux. Des fois des soirées, rencontres entre joueurs, les jeux d'histoire principalement, de 19h à 22h. Ok, donc il est possible de venir avec ses amis, venir tester certains jeux. Exactement, tout à fait. On a des entrées café-jeu, donc c'est 5 € l'entrée, vous avez une boisson qui est offerte, on a des boissons chaudes, des boissons fraîches. On a aussi des viennoiseries, enfin on a beaucoup de choses à disposition pour passer un agréable moment. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, nous avons des jeux devant nous. Est-ce que vous pourriez nous les présenter et nous dire après à quoi consiste quel jeu? Ouais. Alors, du coup, on va avoir des jeux un petit peu différents. J'ai choisi principalement des jeux un petit peu pour tous les âges, et puis on a des jeux coopératifs, des jeux compétitifs. On va commencer par Lolly Dogs. Lolly Dogs, donc, il y a un jeu pour enfants. Où le but du jeu, ça va être de retrouver quel chien a mangé quelle sucette. Les petits chiens sont très gourmands de sucettes. Ils ont mangé des sucettes de couleurs différentes. Et du coup, ils ont la langue de la couleur de la sucette. Donc, on va lancer les dés. Ça va nous déterminer les couleurs des langues à trouver. Et ensuite, on va dire, par exemple, je pense que c'est ce chien-là. On va appuyer sur la tête du chien et il va tirer la langue. On va voir si c'est la bonne couleur ou pas. Si c'est la bonne couleur, on le récupère. Si c'est pas la bonne couleur, ça passe au joueur suivant. Et donc, on peut récupérer les chiens des autres joueurs. C'est un jeu à partir de 6 ans, donc voilà, 5 ans, pardon, 4 ans. 4 ans, et du coup, voilà, n'importe quel enfant peut jouer dessus, et ça marche plutôt bien. Un jeu sympathique, du coup, à faire en famille. Exactement, à faire en famille. Les parties sont très rapides, c'est 10-15 minutes, donc voilà, les règles sont très simples.
Ok. Moi, celui qui m'a interpellé, c'est celui-là. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Celui-là, tout à fait. The Line, on a 2 modes de jeu dedans, soit coopératif, soit compétitif. Le but du jeu, ça va être de replacer toutes ces cartes sur une frise qu'on va créer au fur et à mesure. Vous avez des chiffres qui vont être mis sur la table. Donc, vous avez par exemple 76 430 1835 et ça va être un quiz de culture générale où on va vous demander par exemple le nombre d'épisodes de Friends. Est-ce que c'est en dessous de 76, est-ce que c'est entre 76 et 430, entre 430 et 1835 ou plus de 1835? À votre avis, c'est combien? J'ai pas la réponse, donc je pourrais pas vous dire. J'ai pas la réponse non plus. Il y en a un peu beaucoup. Si vous pensez que c'est entre 430 et 1835, vous placez votre carte ici. Si c'est la bonne réponse, vous la laissez en jeu. Ça va faire d'autant plus d'intervalles. Par contre, si c'est la mauvaise réponse, vous défaussez la carte, vous repiochez une nouvelle carte. Donc en mode compétitif, c'est le premier qui se débarrasse de toutes ces cartes qui l'emporte. Et en mode coopératif, il faut essayer de virer toutes les cartes au milieu. Un bon jeu pour les compétiteurs, donc. Exactement, pour les deux, compétiteurs et ceux qui n'aiment pas trop la compétition, ça marche aussi. Et tout en s'instruisant, donc c'est sympa. Merci beaucoup, ça nous éclaire un peu plus sur ce jeu. Ouais. Non, du coup, on a devant nous le Skyjo, qui est un jeu quand même assez répandu. Est-ce que vous pouvez quand même expliquer les règles? Alors justement, effectivement, il commence à être pas mal connu ce jeu. Skyjo, ça va être un jeu où le but du jeu, c'est d'avoir le moins de points possible sur sa table en fin de partie. Vous commencez avec 12 cartes qui vont être face cachée, vous retournez 2 cartes en début de partie, et ensuite à chaque tour, vous allez soit prendre la première carte de la pioche, soit la première carte de la défausse, pour échanger avec l'une de vos cartes. Si jamais vous arrivez à faire une ligne ou une colonne de chiffres identiques, vous défaussez la colonne. Donc ça vous fait beaucoup moins de points devant vous. La partie va se terminer dès qu'un joueur a révélé toutes ses cartes. Dans ce cas-là, les autres joueurs ont un dernier tour, et on va compter les points de tout le monde. Celui qui a le moins de points l'emporte. Oui, donc pour ce jeu-là, il va falloir être un petit peu plus âgé, je suppose, que pour les autres. Alors, un petit peu plus, mais pas forcément parce que c'est un jeu quand même qui reste assez simple, assez facile à comprendre dans le sens où il faut avoir le moins de points possible, il faut faire des lignes de chiffres identiques, donc on reste quand même sur du niveau un petit peu simple. On est sur du 8 ans et plus, donc c'est assez accessible quand même. À mémoire, il n'existe pas un Skyjo Junior aussi? Alors, il existe un Skyjo Junior beaucoup plus simple pour les enfants de moins de 8 ans. C'est à partir de 4 ou 5 ans, je ne sais plus comme ça. Mais voilà. Donc effectivement, ils ont sorti une version junior pour pouvoir jouer avec des enfants. Merci beaucoup. Et moi, je vois un jeu qui m'intéresse beaucoup, Un le Dixit Disney. En tant que grande fan de Disney, ça m'intrigue beaucoup. Ouais, J'aimerais beaucoup savoir. Dixit qui est très connu aussi, mais ils ont fait la version Disney effectivement pour pouvoir renouveler un petit peu le jeu. Dixit, en fait, vous allez essayer de faire deviner votre image sans que ce soit trop évident. En fait, vous allez avoir des cartes en main, vous allez en choisir une que vous allez mettre face cachée et vous allez dire une phrase, un mot, une chanson par rapport à cette carte pour que les autres essayent de deviner cette carte-là. Bien entendu, les autres, avant de deviner votre carte, ils vont pouvoir sélectionner dans leurs mains une carte qui correspondrait à ce que vous avez dit. Et vous allez mélanger toutes les cartes, vous allez les révéler toutes et ensuite chaque joueur va essayer de voter pour la carte qui a été choisie par la personne initiale. Si vous votez pour la personne initiale, si tout le monde trouve la bonne carte, dans ce cas-là, celui qui a proposé la carte ne gagnera aucun point. Donc il ne faut pas que ce soit trop évident, mais aussi il ne faut pas que ce soit pas assez évident parce que si personne ne trouve sa carte, dans ce cas-là, il marquera 0 point aussi. Donc il va falloir trouver le juste milieu de l'indice. Il faut être assez astucieux dans les mots qu'on va utiliser, dans les phrases qu'on va choisir, et assez malin aussi sur qu'est-ce que je vais pouvoir dire en essayant que les autres aient des cartes aussi qui soient associées au thème que je vais dire. Si je dis Dumbo et qu'il n'y a personne qui a un jeu, une carte avec un éléphant, ça va être tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc voilà, c'est toute la subtilité du jeu, c'est de trouver des indices qui ne soient pas trop flagrants. D'accord, c'est un jeu super, je pense, pour jouer avec ses amis, surtout en termes de stratégie. Ouais, et du coup, ça reste sur du compétitif. Et enfin, on termine sur un jeu coopératif d'Orf romantique Sakura, où on va construire un paysage tous ensemble, en essayant de placer le maximum de tuiles et en faisant le maximum de points. Pour ça, ça va se présenter avec des tuiles hexagonales. On va en piocher une à chaque fois. On va devoir la placer en respectant au maximum les terrains. Par exemple, là, il va falloir que je fasse un village d'au moins 6 cases pour pouvoir valider cet objectif.
Ici, un champ de cerisier d'au moins 4 cases, etc. Donc c'est un jeu très joli, très beau, et avec des compartiments à ouvrir au fur et à mesure que vous allez remplir les objectifs. Donc ça va vous améliorer le jeu au fur et à mesure des parties. Chaque partie sera différente. Bien, merci beaucoup pour Je les vous en explications. Et du coup, on vous retrouvera sur un prochain épisode. Du coup, merci de nous avoir écoutés et à bientôt. À bientôt, bonne journée. Et nous retrouvons tout de suite l'interview de Nathalie de la Petite Librairie réalisée par Théo. Bonjour à tous, pour notre émission sur l'hiver, je reçois aujourd'hui Nathalie, qui s'occupe de ma petite librairie à Clouange. Bonjour. Oui, bonjour Théo. Vous êtes venu nous présenter des livres qu'il faut absolument lire ou avoir pour l'hiver. Quels sont ces livres? Alors pour l'hiver, pour les vacances, pour n'importe quel moment, en fait, ce sont des livres vraiment très bien, très intéressants, drôles. J'ai vraiment pris tous les styles de lecture pour que beaucoup de gens puissent s'y retrouver, en fait. D'accord. Voilà. Alors le premier, c'est un livre de Sandrine Deloffre et Guillaume Meurice, La révolte sans précédent. Sandrine Deloffre et Guillaume Meurice sont très engagés pour les causes animales et ne supportent pas les violences faites aux animaux. Ils sont véganes tous les deux, etc. Et là, ils ont fait une bande dessinée qui est vraiment drôle, où les animaux domestiques et les animaux en tout genre se révoltent contre les humains. D'accord. Hein, pour tout ce qu'ils leur font subir, etc. Donc c'est très... quand on connaît l'humour de Guillaume Meurice et de Sandrine Deloffre, qui elle est illustratrice, c'est très acide, c'est très mordant, et c'est à mourir de rire. Et ça, je pense que c'est une vidéo, n'importe quoi. C'est une BD qu'il faut vraiment lire quand on est intéressé par ces sujets, et puis quand on a envie d'en savoir plus, parce qu'il lance quand même quelques petites choses qu'on ne sait pas sur les violences en laboratoire, etc. Donc Ok. c'est vraiment un livre à lire, à offrir à Noël ou à lire comme ça pour le plaisir. C'est bien, parce que comme ça, on pourra peut-être compléter les listes de Noël. Pour les autres, d'accord? Donc il y a celui-là pour les Ouais. autres. Ensuite, ça c'est un livre qui est sorti donc au mois de septembre que je conseille en cadeau à tous les gens à la librairie qui me demandent un livre pour leur maman ou pour quelqu'un de proche. Ça s'appelle Ok. La bonne mère de Matilda Di Matteo et c'est un livre d'une grande tendresse avec beaucoup d'humour. En fait, on a Véro, donc c'est la vraie cagole marseillaise qui a une caricature. Hein, vraiment, elle est drôle. Les premières pages sont très drôles. C'est vraiment hilarant. Elle a son mari, c'est le Marseillais, hein, très nonchalant, il laisse sa femme gérer tout. De On toute est dans façon, les il n'a pas le clichés. choix. On est dans les clichés, mais complètement. Mais c'est très bien écrit, donc c'est drôle. D'accord. Et ces deux phénomènes-là ont réussi à faire une gamine qui fait de hautes études à Paris et qui a décidé d'avoir comme petite amie un aristocrate. Ok. Donc quand lui descend là, à Marseille, pour voir tout le monde, forcément, c'est le choc des cultures. Et là où on se dit, ah, ça va être trop caricatural, eh ben ça l'est pas du tout, en fait. C'est vraiment très bien écrit, c'est très tendre. La maman, elle aime profondément sa fille et quand elle voit que sa fille, bah, que forcément, quand on a un copain comme ça, on a tendance à avoir honte de sa famille, elle s'écarte, elle ne la laisse jamais s'écarter. Elle va jusqu'à aller à Paris comme ça de façon inopinée parce que sa fille n'a pas répondu à un SMS et elle s'inquiète. C'est une histoire d'amour, une histoire vraiment sur l'amour maternel, l'amour filial qui est incroyable. Et elle est toujours là pour sa fille, etc. Donc c'est très drôle, mais c'est d'une grande, grande tendresse. Et ça, c'est D'accord. vraiment un cadeau à faire à toutes les mamans poules et puis les autres mamans pour pour leur faire plaisir, quoi. Parce que c'est vraiment d'une grande sensibilité. Oh, la référence est prise pour les mamans. La suite? Alors ça, La femme du serial killer, c'est dans la veine pour ceux qui ont lu La femme de ménage, mais qualité supérieure. Voilà. Parce que La femme de ménage, c'est quelque chose, on se demande d'ailleurs actuellement s'il y a une polémique, est-ce que ça aurait pas été écrit par l'IA? Que là, Alice Hunter, c'est vraiment une auteure. Et donc là, au début, c'est pareil, c'est caricatural. Donc c'est Beth et Tom habitent dans dans la campagne londonienne. Lui, il est financier à Londres. Elle tient le petit café du coin, elle fait des cupcakes, elle vend du café. C'est un peu l'image idyllique d'un couple. Et ils ont une petite fille qui est adorable, qui travaille bien, blablabla. Sauf qu'un matin, les flics viennent à la maison, ils sonnent, son mari, c'est un serial killer. Et là, elle se replonge dans tout ce qu'ils ont vécu ensemble, tout ce qui aurait pu l'alerter sur le fait que son mari était un serial killer. Ok. Et c'est juste incroyable, parce qu'elle ne revoit pas du tout son mari. Tout ce qu'elle apprend, c'est ce que lui disent les flics, etc. Et comme tous les livres dans cette veine-là, à la fin, il y a un gros switch. Voilà, on apprend un truc à la fin, on se dit waouh. Et donc ça, c'est vraiment pour ceux qui ont aimé La femme de ménage, dites-vous que c'est qualité supérieure. Ceux qui ont aimé, ils vont forcément adorer ça.
C'est bien parce qu'en plus, c'était vraiment un petit peu le roman du moment, La femme de ménage. Donc là, Ah ça peut oui, être une belle alternative pour ceux qui ont apprécié ce roman. ouais, tout à fait. La référence est prise pour celui-ci. Je vais vous Ouais. débarrasser, merci. Là, Ensuite, bah, ça c'est mon gros coup de cœur de la rentrée aussi littéraire, qui vient de décrocher le prix Goncourt des lycéens, d'accord. pardon, et qui a eu le prix Femina. Donc c'est La nuit au cœur de Natacha Apana. C'est un livre que j'ai lu quand il est sorti. Je l'ai lu début septembre sur la plage. Et c'est pas un livre du tout à lire à la plage. C'est un livre, c'est pas un livre gai. C'est vraiment, mais il est absolument magnifique. Elle dénonce, Natacha Apana, 3 féminicides. Celui de sa cousine qui a terminé sous les roues de la voiture de son mari. Donc Shahinez, qui est morte il y a quelques années à Bordeaux, qui a été immolée dans la rue par son ex-mari. Et le 3e féminicide, c'est le sien, mais elle y a échappé. Parce qu'elle elle est partie 5 minutes avant qu'il la tue, en fait. D'accord. Voilà. Donc, elle raconte ces 3 féminicides-là. Elle dénonce. C'est triste sans être triste, dans le sens où, bah là, quand on lit ça, on ne peut pas se laisser abattre. On dit, putain, il faut qu'on combatte les filles. Il faut pas qu'on se laisse faire, quoi. Parce qu'il y a des aberrations dans les tribunaux, dans les jugements et tout. Il y a des aberrations qui font qu'on n'aurait jamais dû en arriver à ces situations-là. Et en fait, elle dénonce le laxisme aussi des institutions. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Et c'est vraiment un livre, mais moi je l'ai terminé, j'avais les larmes aux yeux, en me disant, putain, je serrais les lèvres, je me dis, c'est pas vrai, c'est pas possible. Eh ben si, c'est ça. C'est la réalité, c'est un livre qui devrait être même lu dans les lycées. Collège, c'est un peu petit. Dans les lycées, c'est un livre qu'il faudrait lire filles, garçons, parce qu'il y a beaucoup d'hommes là-dedans qui dénoncent, mais on les entend pas. C'est vrai. On entend plutôt souvent la parole de ceux qui soutiennent ceux qui auraient tué parce qu'il avait des bonnes raisons, etc. Et là, non, dans ce livre-là, il y a des hommes qui dénoncent aussi. Et je pense qu'il faut les entendre aussi. Et c'est un livre qui, franchement, pour moi, ça devrait être mis au programme du lycée. Voilà. Et c'est pas pour rien alors que les lycéens leur ont donné, lui a donné, pardon, à ce livre-là le prix Goncourt des lycéens. Puis c'est bien, ça peut permettre de se reconnecter avec une réalité dans notre pays aussi pendant ces vacances. Je pense que c'est toujours bon de se reconnecter avec une et réalité. surtout que c'est romancé quand même. Elle écrit pas. Ouais. On peut dire une docu-fiction. En fait, elle raconte, c'est romancé et elle raconte des faits qui ont existé en fait. Donc D'accord. c'est vraiment un livre qu'il faut lire. C'est pas un livre facile, hein, c'est pas un livre à mettre entre toutes les mains, mais il y a des gens qui aiment pas parce que c'est vraiment. Mais c'est un livre pour moi qui est essentiel. D'accord, donc La nuit au cœur de Natacha Apana. Ouais. Et maintenant le dernier. Alors le dernier, en fait, ça c'est mon chouchou actuel en matière de polar, c'est Pier Giorgio Puglisi. Donc c'est un auteur qui vient de Sardaigne. Il est traduit aux éditions Gallmeister. D'accord. Il a sorti son premier livre il y a 3 ans et demi en France, traduit. Et en fait, c'est un des meilleurs pour moi auteurs de polar actuels. Voilà. Le premier, c'est L'île aux âmes. Celui-là, La septième lune, c'est le 3e. Et c'est des polars qui vous emmènent dans des univers. Par exemple, le premier, L'île aux âmes, ça parle de féminicide en Sardaigne, mais selon des rites ancestraux. C'est-à-dire qu'à une époque, il faut savoir qu'on tuait les femmes en Sardaigne et qu'on les égorgeait dans des champs pour les rendre les champs fertiles. C'était des rites ancestraux. Et dans son premier roman, en fait, dans son premier polar, il y a des crimes qui sont faits de cette façon-là. Donc c'est comment, en fait, pourquoi certains refont ça, etc. Il y a toutes des histoires derrière, c'est vraiment bien. Pour les amateurs de polar, Puglisi, c'est vraiment un nom à découvrir actuellement. D'accord, et merci beaucoup pour toutes ces références qui, je Mais de l'espère, rien. auront intéressé celles et ceux qui nous écoutent. Mais Merci j'espère aussi. beaucoup d'être venu. Mais merci à vous de m'avoir invité. À présent, nous allons parler d'un sujet qui divise la population en deux. En effet, ils inondent nos écrans dès le mois d'octobre. Vous les avez sûrement reconnus, je parle bien évidemment des films de Noël. Alessia, en tant que spécialiste, quelle est ta position face à ce sujet et que peux-tu nous en dire de plus ? Eh bien, bonjour Chloé. Pour répondre à ta question, j'ai fait les 10 pires clichés qu'on peut retrouver dans les films de Noël. En premier lieu, nous avons bien évidemment la businesswoman déterminée et indépendante qui déteste Noël. Par la suite, elle va bien entendu retourner dans sa petite ville natale qui lui procure de la nostalgie et des moments passés incroyables. Elle va notamment faire la rencontre d'un homme parfait, qu'il soit pâtissier, pompier, charpentier ou bien juste vendeur de sapins. Il sera toujours gentil, beau, mais aussi célibataire. Il y a bien évidemment la neige qui est obligatoire, même dans des endroits où on n'imaginerait pas. Le retour de l'ex toxique qui vient gâcher les fêtes de Noël, mais qui se fait battre très rapidement par les gentils du village. On passe bien évidemment par les concours de biscuits, de pulls ou bien de sapins,
qui devient vital pour la fameuse businesswoman qui, elle, détestait Noël il n'y a même pas 2 secondes. Nous avons bien évidemment les musiques de Noël omniprésentes. Cette ville ne sera jamais dans le silence pendant le mois de décembre. On a bien évidemment la course folle pour un cadeau introuvable, alors que je pense qu'il suffirait juste d'aller sur Internet. Je pense que vous pourrez trouver votre bonheur. Bien évidemment, le miracle de Noël qui réalise tous nos problèmes. Oui. Et pour finir, le bisou sous le gui avec les applaudissements de tout un village. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce sujet. Eh bien, pas de souci. À présent, pour finir, nous terminons sur une note gourmande avec la bûche réalisée par Lohan que nous remercions grandement. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur la bûche ? Du coup, pour la bûche de la fête de fin d'année, je suis parti sur un thème plutôt fruité avec de la mangue avec un coulis de framboise à l'intérieur. Eh bien, merci beaucoup. Vous pourrez d'ailleurs retrouver sa recette sur la chaîne YouTube du JD. Pour terminer avec Chloé, nous vous remercions pour votre écoute et espérons vous revoir très bientôt. En espérant que vous aurez appris de nouvelles choses. À bientôt. À bientôt.